semaine prochaine, célébrez le talent et le dynamisme des artistes qui font carrière dans le milieu de la chanson franco-ontarienne. Assistez au meilleur moment de la 19e édition de La Nuit sur l'étang. Comme invité spécial, Jean Leloup. Ensuite, applaudissez les lauréats du concours de musique du Canada 1992, accompagnés par un orchestre sous la direction de Boris Brott. L'art musical de l'Ontario francophone et de jeunes musiciens qui promettent. Au beau dimanche. D'ici là, bonne semaine à tous. Il faut que je vous dise que la vie d'animatrice, c'est pas toujours jojo. Cet été, il mène un train d'enfer. Faut vraiment percevoir tout le côté critique. Vous voyez, j'en perds mon latin. L'enfer, c'est nous autres. Du lundi au vendredi 19h, reprise 23h10. Ici, Radio-Canada. Bonjour les tout petits. Ici, Judith Placement, à Washington. Regardez, c'est votre histoire. L'histoire de vos passions les plus grandes, de vos bonheurs les plus intenses et de vos rêves les plus fous. Nous faisons lecture intégrale. Je n'aurais plus jamais rien à dire. Depuis 40 ans, nous créons des émissions qui sont le reflet de votre ville, de votre pays et de votre monde. Depuis 40 ans, nous sommes résolument tournés vers l'avenir. Radio-Canada prévoit que si la tente... Et comme le disait si bien Confucius, Et c'est avec une fierté inégalée que nous prononcerons cette année les mots symboles de notre fidélité. Ici, Radio-Canada. Le chef des Forces armées canadiennes, le général de Chastelain, se rend à Sarajevo pendant qu'un premier convoi de l'ONU ravitaille Dobrynia. 1 350 000 spectateurs, le Festival de jazz de Montréal bat tous ses records d'assistance. Carnet de vacances, une visite chez un producteur laitier de Nicolet. Le téléjournal, avec Solveig Miller. Bonsoir. Le secrétaire général des Nations unies, Boutros Boutros-Ghali, a demandé au Conseil de sécurité l'envoi de 500 hommes de plus à Sarajevo pour aider à garder l'aéroport ouvert, permettre ainsi à l'aide humanitaire de parvenir à la capitale assiégée. Cela dit, les combats ont repris en Bosnie-Herzégovine cet après-midi, après un bref cessez-le-feu de 6 heures. Un avion français qui participait au pont aérien d'aide humanitaire a été la cible d'un franc-tireur, mais les dommages sont minimes. Le chef des Forces armées canadiennes, le général John de Chastelain, a profité de l'accalmie de ce matin pour se rendre à Sarajevo, faire le point sur la situation avec ses commandants. Le général s'est entretenu avec quelques-uns des 800 soldats canadiens qui assurent la sécurité de l'aéroport de Sarajevo. Il a affirmé que malgré les attaques contre ces hommes, il n'a pas l'intention de mettre fin à la mission. Au moment où le général est arrivé, la trêve de 6 heures permettait au convoi de l'ONU de ravitailler les 30 000 résidents de Dobrynia, en banlieue de Sarajevo. 12 camions, escortés par 8 véhicules blindés, ont pu ainsi acheminer 120 tonnes de vivres à la population qui, depuis 71 jours, est assiégée et essuie des bombardements intensifs.
Des milliers de résidents ont quitté sous-sol et abris pour se ravitailler. Plusieurs d'entre eux ont dû manger de l'herbe pour survivre. La messe a ensuite été dite pour les victimes de la guerre. Dans l'ancienne République soviétique de Moldavie, appelée aujourd'hui la Moldova, plusieurs groupes armés indépendants sont engagés dans la guerre civile qui oppose les séparatistes russophones aux forces moldoves d'origine roumaine qui veulent être rattachées à la Roumanie. Parmi les groupes indépendants, il y a les Cosaques, alliés des russophones. Leurs ancêtres étaient des soldats paysans qui firent allégeance au tsar de Russie pour obtenir la liberté de cultiver leurs terres. Aujourd'hui, ces Cosaques offrent leurs services partout où la Russie leur semble en danger. Le reportage de Gauthier Rabinski. Dans la région du Dniestre, il y a le commandant de la 14e armée russe, un commandant qui joue des muscles et des mâchoires pour affirmer sa présence. Il fait survoler Tiraspol par ses hélicoptères, mais Moscou le rappelle parfois à l'ordre en lui demandant de se modérer. Les Cosaques, eux, n'ont pas obligation de se modérer. Ils ont leurs propres lois. Ils sont d'ici ou d'ailleurs, un seul impératif, ne pas être lâches. 2 d'entre eux sont accusés d'avoir violé 2 femmes. La punition est de 500 coups de fouet, mais personne d'autre que les Cosaques eux-mêmes n'a le droit d'y assister. La légende de ces guerriers vagabonds, qui ont toujours servi l'Empire russe, a quelque peu perdu de sa superbe, mais dans le conflit qui oppose Russes et Moldaves, les Cosaques sont aux avant-postes. La guerre est le seul univers qu'ils désirent connaître, ne serait-ce que pour se retrouver entre hommes. Le jour, les lignes sont calmes, même si le drapeau moldave aux couleurs roumaines flotte à quelques centaines de mètres. Pour tromper l'attente, on chante et l'on ressasse le vieux mythe cosaque. Les Cosaques défendent les autres Cosaques partout où il y a danger. Si certains d'entre eux sont menacés en Amérique, eh bien nous irons jusqu'en Amérique pour les défendre. Les parlements européens se sont inspirés de nos règles de vie. Notre société cosaque a bien été la première à appliquer des principes de gouvernement démocratique. Parce qu'ils n'ont rien à perdre, les Cosaques ne comptent pas leur mort. Des enterrements comme celui-ci les aident à renouer avec leurs traditions, des traditions que le régime soviétique avait voulu extirper. Et l'ardeur au combat s'en trouve renforcée. Mort aux occupants roumains, c'est à ce cri que répondent les salves de Kalachnikov. Les Cosaques sont les derniers Mohicans de l'Empire russe. Aller contre le sens de l'histoire ne les dérange pas, ils mettent même un point d'honneur à ne rien comprendre à la politique. Et si un jour il y a la paix dans la région du Dniestre, il sera difficile de les persuader que le combat est terminé. Le pape Jean-Paul II a été hospitalisé aujourd'hui à Rome pour subir des examens médicaux à la suite d'une infection intestinale. Jean-Paul II a lui-même annoncé son hospitalisation ce matin lors de la prière dominicale à la place Saint-Pierre. Il a ensuite demandé à ses fidèles de prier pour lui. Selon un porte-parole du Vatican, la santé du pape qui est âgé de 72 ans n'inspire pas de grandes inquiétudes, mais une intervention chirurgicale n'est pas exclue. En Israël, le nouveau premier ministre travailliste Yitzhak Rabin a dévoilé aujourd'hui la composition de son gouvernement aux militants de son parti. Réunis à Tel Aviv, les membres du Parti travailliste ont approuvé à l'unanimité le cabinet du premier ministre. Ce cabinet comprend 17 ministres. Yitzhak Rabin assume le poste de ministre de la Défense, Shimon Peres celui des Affaires étrangères. Le portefeuille de l'habitation revient à Benjamin Ben-Eliezer. Yitzhak Rabin a déclaré que le premier objectif de son gouvernement est de faire bouger le processus de paix avec les Palestiniens. En Algérie, le tribunal militaire a décidé de poursuivre le procès des 7 dirigeants du Front islamique du salut, le FIS, même si ces derniers boycottent les audiences. Ils sont accusés d'avoir comploté contre la sécurité de l'État et d'avoir nui à l'intérêt national. Les 7 accusés boycottent le procès parce qu'ils estiment être condamnés d'avance. Le FIS, qui voulait faire de l'Algérie un État islamique, était sur le point de remporter les élections législatives de décembre dernier. Mais le scrutin a été annulé en janvier et le parti interdit en mars. C'est demain que s'ouvre à New York la convention du Parti démocrate américain qui devrait officiellement investir Bill Clinton comme candidat à la présidence des États-Unis. Malgré une campagne difficile, Bill Clinton a réussi à obtenir l'appui de Jesse Jackson et de toutes les grandes figures du Parti démocrate. Isabelle Marc de la télévision française nous présente un portrait de Bill Clinton.
Californie, juin 92, Bill Clinton remporte les dernières primaires qui font de lui le candidat démocrate à la présidence, non sans mal. Il a d'abord dû éliminer ses concurrents, le très sérieux Tsongas et le bouillonnant Brown. Mais il lui a aussi fallu s'expliquer sur un passé que la presse n'a cessé de questionner. Ses liaisons extra-conjugales, réelles ou prétendues, le Vietnam, auquel il échappe de justesse, la cigarette de marijuana qu'il aurait fumée sans inhaler, précise-t-il piteusement. Enfin, les relations entre le cabinet d'affaires de sa femme et l'État d'Arkansas qu'il gouverne depuis 82. Rien de très grave en fait, mais cette accumulation lui attire le surnom péjoratif de Billy le Malin et cette couverture du Time au titre révélateur « Pourquoi les électeurs ne lui font pas confiance ». Il a pourtant un parcours exemplaire. Issu d'une famille modeste d'Arkansas, il est le plus jeune gouverneur des États-Unis et le meilleur selon ses pairs. Dans l'un des États les plus pauvres du pays, ce brillant technocrate de 46 ans a un bon bilan économique et social. Son éternel sourire est celui d'un homme de compromis, mais qui, d'après ses ennemis, fuit les conflits, quitte à changer d'avis. Antiraciste et pour le contrôle des armes, il soutient les homosexuels et se prononce pour l'avortement. Mais on le voit jouer dans un club pour blancs et il reste partisan de la peine de mort. Un homme de contraste qui répond avec succès aux questions en direct, mais n'hésite pas à jouer les vedettes d'un soir dans un grand show télévisé. Des prestations d'ailleurs éclipsées par l'arrivée fracassante de Ross Perot sur la scène politique. La Convention devrait faire remonter la cote de Bill Clinton. Elle va entériner son choix d'Al Gore comme vice-président. Un homme qui, contrairement à la tradition, lui ressemble. C'est pour jouer la carte de la nouvelle génération démocrate dans le Sud républicain. Il apporte aussi l'image d'un père de famille irréprochable. Bill Clinton en aura bien besoin car la campagne qui s'annonce ne lui épargnera rien. Le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Pik Botha, s'est rendu à New York aujourd'hui, où il assistera demain à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'Afrique du Sud. Avant de quitter Johannesburg, le chef de la diplomatie sud-africaine a déclaré qu'il espérait que le Conseil de sécurité appelle les dirigeants sud-africains à reprendre les négociations constitutionnelles. Chez nous maintenant, depuis le 1er juillet, les barrières interprovinciales sur le commerce de la bière sont abolies au pays. Cela veut dire que les bières brassées dans les provinces canadiennes peuvent être vendues n'importe où, alors qu'auparavant c'était interdit. Ce libre-échange a déjà des répercussions sur l'Ontario et la Colombie-Britannique, mais son impact ne se fait pas encore sentir au Québec, comme l'a constaté Louise Baudouin. Les barrières entre les provinces sont tombées depuis le 1er juillet, mais aucune bière d'une autre province n'a encore fait son apparition au Québec. Et de toute façon, chez les consommateurs, ce n'est pas attendu avec impatience. J'essayerais peut-être une fois ou deux, mais je suis pas mal sûr que nos bières Ento sont pas mal meilleures que les leurs. Qu'est-ce qui fait que c'est meilleur? Le goût, puis surtout le pourcentage d'alcool, là, il est là. Surtout le goût. Le goût, c'est justement le casse-tête de la Moosehead. Cette bière du Nouveau-Brunswick, une des quelques brasseries à posséder la capacité de distribuer dans les autres provinces, mais qui pour l'instant hésite au Québec. Par contre, en Ontario et en Colombie-Britannique, depuis son entrée sur le marché, la Moosehead obtient un aussi grand succès que les bières locales favorites. Mais pour le marché du Québec, Moosehead pourrait bien aller jusqu'à fabriquer une bière spéciale. Ils n'ont pas même décidé s'ils vont lancer la même bière au Québec que dans les autres provinces. Parce que le consommateur dans les autres provinces préfère une bière un peu plus légère. Mais de toute façon, les brasseurs québécois ne s'attendent pas à ce que le libre-échange de bières entre les provinces ait un impact important ici. C'est qu'à part Molson, Labatt et Moosehead, les autres brasseries sont trop petites pour organiser des réseaux de distribution en dehors de leur territoire. Donc, à cause de cela, on peut s'attendre à ce qu'ils occupent des créneaux de marché, des niches de marché assez restreints. Et donc, compte tenu de leur taille, ne devraient pas prendre des parts de marché considérables. Et ce qui inquiète beaucoup plus les brasseurs québécois, c'est l'ouverture des frontières entre le Canada et les États-Unis pour la libre circulation de la bière en octobre 1993. Mais la mésentente règne. D'abord, les taxes plus élevées ici ne plaisent pas aux Américains et encore moins la taxe environnementale ontarienne de 10 sous sur les canettes de bière. Et les canettes de bière, c'est 99 % de la production américaine. Alors, il y a des accrochages présentement. Les négociations se poursuivent, mais c'est laborieux. Sauf Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse qui s'y opposent, les provinces devraient bientôt avoir toutes signé leur entente de réciprocité sur la bière. Un processus calme, mais qui pourrait devenir mouvementé avec l'ouverture dans un an de la frontière canado-américaine. Louise Baudouin, à Montréal.
À Terre-Neuve, environ 300 personnes se sont rassemblées dans la petite communauté de Gould pour dénoncer le moratoire que le fédéral a imposé sur la pêche à la morue. 19 000 pêcheurs et travailleurs des usines de poissons de la province sont sans travail depuis vendredi. Ottawa offre à ces pêcheurs une compensation de 225 $ par semaine, mais le syndicat est confiant d'en obtenir plus. Le Festival de jazz de Montréal prend fin ce soir après avoir connu une assistance record. Plus d'1 350 000 personnes auront vibré aux accents de la musique depuis le 1er juillet. Malgré un ciel souvent incertain, Montréalais et touristes ont écouté 350 concerts, ce qui fait de cette 13e édition un succès sans précédent. Paul Toutan est au festival. 1 350 000 personnes dans la rue pour écouter pacifiquement de la musique, il y a de quoi étonner plus d'un touriste, surtout les États-Unis. Montréal, qui commence à avoir l'habitude de ces grands rassemblements, s'étonne quand même chaque année du succès de cette fête de la musique. Réunis autour de la Place des Arts, les scènes extérieures ont accueilli facilement tout ce monde, à 2 pas du métro et des grandes salles de spectacle. Mardi dernier, pour les retrouvailles du ZEB, la magie était palpable grâce aux projections délirantes de Michel Lemieux. Une des séries les plus populaires cette année a été le Paris Musette, qui a redonné ses lettres de noblesse à l'accordéon. Il y a eu en tout 350 concerts. Tous les styles imaginables de musique ont été abordés. Une des belles surprises a été Le Trésor de la langue de René Lucier. Quand la parlure québécoise devient jazz d'avant-garde, tous les espoirs sont permis. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Plusieurs générations de musiciens se sont retrouvés au festival. Le jeune prodige Branford Marsalis a ébloui une fois de plus. Pendant qu'on applaudissait, peut-être pour la dernière fois, des monstres sacrés comme Nina Simone ou John Lee Hooker. Sunshine, sunshine, and shine on me. Que dire enfin des styles inclassables, comme ces nouvelles polyphonies corses, un pur enchantement pour les oreilles. Le festival avait commencé avec un déficit d'1/4 de million de dollars. Ce déficit est maintenant chose du passé. On se demande seulement comment le 14e festival pourra battre en intérêt celui qui s'achève. Paul Toutan, à Montréal. Il y en a pour qui l'été est la période la plus occupée de l'année, pour qui c'est le temps de travailler plutôt que de partir en vacances. C'est le cas des travailleurs saisonniers, de ceux de l'industrie du tourisme et des agriculteurs, par exemple. Ce soir, dans son carnet de vacances, Louis Lemieux s'est arrêté chez un producteur laitier de la région de Nicolet. On dirait que les foins durent tout l'été au Québec. C'est parce que dans certaines régions, il y a jusqu'à 4 coupes en quelques mois. Pour les producteurs laitiers, comme la famille Rousseau, une bonne année commence par une bonne récolte de fourrage pour leurs vaches. Et une bonne journée, c'est une journée de vêlage qui amène une petite femelle qui, comme sa mère, va donner beaucoup de lait. 2 fois par jour, 365 jours par année, il faut traire les vaches. Dans ces conditions, les vacances sont toujours difficiles. Mais l'été, avec les foins et l'entretien, ça devient pratiquement impossible. Ben moi, particulièrement, je vais en avoir un peu parce que je me marie, là, fait que je vais prendre une semaine, là, mais c'est exceptionnel. D'habitude, on prend 2-3 jours, là, l'été, puis le restant, c'est l'hiver. Les vraies vacances d'été des fermiers, c'est d'aller passer quelques heures ou quelques jours à l'exposition agricole. À Drummondville, Nakobi, une génisse d'1 an, a ajouté un ruban de plus à la collection de la ferme des Rousseau, une 7e place. C'est important, les expositions, pour la réputation et donc la valeur du troupeau. Mais c'est aussi beaucoup de travail. Il faut transporter les bêtes, les entretenir, les préparer, les maquiller et les présenter à au moins 2 ou 3 expositions.
C'était un peu des vacances. C'est sûr que là, avant midi, j'ai travaillé pas mal là, pour la préparation de mes bêtes, mais là, toutes mes bêtes sont passées. Là, cet après-midi, là, ça va être un peu plus relax. Là. On entend souvent dire que ce n'est pas facile d'être fermier en ces temps économiques difficiles. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que ce n'est facile pour personne. En tout cas, je me décourage pas parce que je regarde les autres secteurs, puis je pense que c'est peut-être pas mieux que notre secteur. Je regarde à Trois-Rivières les passes et papiers. Ça va pas très bien dans ce secteur-là. Le secteur du commerce aussi, si on regarde sur toutes les fermetures. Je me dis, au moins, nous autres, on n'a peut-être pas des salaires faramineux, mais au moins, on vit bien, puis on a une certaine sécurité, là, dans le sens que le lendemain matin, tu as toujours du travail. Et c'est pour ça, justement, et comme ça, que les fermiers restent travailler chez eux cet été, en se disant qu'ils iront peut-être dans le sud cet hiver. Ici, Louis Lemieux, à la ferme de la famille Rousseau, près de Nicolette. La météo pour demain. Une dépression située au sud-ouest des Grands Lacs va perturber tout l'est du pays et amènera du temps maussade. Un système de haute pression en provenance du Manitoba va influencer les prairies avec du temps ensoleillé. En détail, dans les Maritimes, on annonce des averses, des orages, de la pluie à Halifax. Ce sera ensoleillé à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, mais il y aura un ennuagement aux îles de la Madeleine. On prévoit du temps nuageux, possibilité d'averses en Gaspésie et dans le bas du fleuve. Ce sera aussi nuageux à Sept-Îles. Il y aura un dégagement graduel à Montréal, dans les Laurentides. On prévoit du temps nuageux à Trois-Rivières et dans les cantons de l'Est. Ce sera également nuageux avec possibilité d'averses à Québec et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On prévoit un dégagement en Abitibi-Témiscamingue. À Ottawa, il y aura un dégagement, ce sera nuageux à Toronto, des averses pour Windsor. Ce sera ensoleillé à Hearst et Thunder Bay. Et ce sera aussi ensoleillé à Winnipeg, Regina et Edmonton. Toutefois, on annonce des nuages à Vancouver. Et ce sera ensoleillé avec quelques passages nuageux à Whitehorse. On prévoit toutefois du temps nuageux à Yellowknife. C'était le téléjournal, ici Solveig Miller à Montréal. Au nom de toute l'équipe du service de l'information de Radio-Canada, bonne semaine. Ici Radio-Canada. Cet été, écoutez la radio FM de Radio-Canada et prenez la clé des champs. La radio des festivals vous offre un voyage musical. Radio-Canada prend ses airs d'été et vous présente les meilleurs concerts des plus grands festivals de musique du Québec, des Maritimes et d'Europe. Cet été, écoutez la différence à CBF FM 100,7 Montréal. Il y a plusieurs façons de se cultiver. Desjardins d'aujourd'hui vous en propose une autre. Savourez la poésie des couleurs. Goûtez le plaisir de l'été. Jardiner est un art. Cultivez-le tous les lundis, 19h30. La peau de vos choses, je vais finir par l'avoir. Sans ça, je m'appelle pas Raymond Laflamme. Il a les deux pieds sur terre. Viens de la sacrée pas. Je l'ai viré. Et la tête dans les nuages. C'est très mauvais de mêler les affaires et l'homme. Il a le cœur sensible. Un homme qui adore les femmes et à qui les femmes poseront toujours des problèmes. Et l'âme d'un conquérant. C'est un homme qui sait où il va et ce qu'il veut. Moi, je fais pas de cinéma. Je fais du papier. Raymond Bouchard dans L'Or et le papier, lundi 20h. Cette semaine, à Perry Mason. Mauvais esprit. Les personnes qui lisent mes livres disent que je suis possédé. En réalité, nous sommes tous possédés. Je vous interdis d'insinuer que j'ai tué David Hall. Je vous défie de prouver quoi que ce soit. Perry Mason, mardi 20h.
Au sommaire ce soir, Will Clark dirige une attaque de 12 coups sûrs et les Giants l'emportent 4-0 sur les Expos de Montréal. Par ailleurs, Ron Darling menotte les Blue Jays de Toronto. Oakland l'emporte 8-0. Nigel Mansell enregistre un 7e gain cette saison au Grand Prix de Grande-Bretagne. Et la 8e étape du Tour cycliste de France va au Belge Jan Nevens. Le détail de ces titres et d'autres nouvelles après cette pause. Je me suis levé un matin avec le goût qu'on se prenne en main. Dès aujourd'hui, ça fait longtemps que je sens qu'en nous y a une idée qui fait du chemin et qui grandit. J'ai ça dans le goût, oh qui, j'ai ça dans le goût, j'ai ça dans le goût, j'ai ça. Elle va perdre ce qu'elle a de plus précieux au monde. Est-ce que vous avez pu voir le conducteur? Connaître la souffrance et l'indignation. À quoi elle nous sert, la justice? Elle est pourrie. Sa douleur prendra un nouveau visage. Je vais lui rendre la vie si misérable que de revenir au Canada lui semblera la seule issue. Elle ira jusqu'au bout de sa révolte. Es-tu sûr que c'est lui qui finira par craquer? Kerry Kane, Daniel Pilon dans Obsédé, mercredi 20h. Bonsoir, mesdames, messieurs. Les Expos de Montréal ont mis fin à leur série de 17 matchs à l'étranger par une défaite de 4-0 contre les Giants à San Francisco aujourd'hui. Et en deuxième manche, les Giants cognent rapidement. Kurt Manwaring cogne la balle solidement dans la gauche. C'est un coup de 2 buts qui permet à Matt Williams et Robbie Thompson de venir croiser le marbre. Les Giants prenaient rapidement les devants, 2-0. Et puis surveillez bien cette séquence. Sur le roulant de Mike Felder, Delino DeShields réagit bien. Et il va retirer Manwaring au marbre. Voilà qui est fait avec le receveur Fletcher. Felder est pris en souricière entre le premier et le deuxième, mais Greg Colburn tente de prendre José Uribe en défaut au troisième et son tir est hors cible. Uribe vient croiser le marbre sur l'erreur de Colburn et les Giants menaient 3-0. Bill Swift a été aidé par 4 doubles retraits. Larry Walker a été la victime par 2 fois. Et en troisième, les Giants ont inscrit le dernier point de la rencontre sur le circuit de Chris James, loin dans la gauche. Son 3e de la saison, San Francisco qui l'emporte 4-0. Au fait, les Expos n'ont pas marqué un seul point au cours des 20 dernières manches de jeu. Et ils terminent ce long voyage avec une fiche fort intéressante de 10 gains contre 7 revers. Et puis la troupe de Felipe Alou va maintenant profiter de 3 jours de congé qui arrivent à point, il faut le dire, avec la pause du match des Étoiles qui aura lieu à San Diego mardi. Rappelons que Dennis Martinez et Larry Walker seront les représentants des Expos lors de cette prestigieuse rencontre annuelle. Ailleurs à Cincinnati, Dave Martinez cogne son premier coup de circuit de la saison contre Jim Robinson en 3e. Et à ce moment-là, les Reds menaient 2-0 contre les meneurs dans l'Est, les Pirates de Pittsburgh. En 9e, les Pirates traînaient derrière 5-2 lorsque Barry Bonds a cogné un triple dans l'allée de droite avec les buts tous occupés. Tour à tour, Reedus, Bell et Van Slyke viennent marquer. L'égalité était créée 5-5. Alors maintenant, en 10e, Gary Reedus cogne un circuit dans la gauche. Son premier de la saison avec John Wehner qui le précède au marbre. Les Pirates prenaient les devants 7-5. Les Reds ont répliqué avec un point, mais ils ont été battus 7-6. Il faut dire qu'ils menaient un certain temps 5-0. En tête de la division Est, Pittsburgh augmente son avance à 4 matchs et demi sur Saint-Louis et Montréal. Il est au 3e rang maintenant. À Los Angeles, en première manche, Juan Samuel cogne en lieu sûr dans l'allée de droite. Ce sera un coup de 3 buts qui permettra à Eric Davis et Mitch Webster de marquer. Et les Dodgers menaient alors 3-0 sur les Cards de Saint-Louis. Et puis Todd Benzinger pousse Samuel au marbre avec ce simple dans la gauche. Los Angeles menait 4-0 contre Saint-Louis. Mitch Webster a connu un très bon match avec 3 coups sûrs dont 2 doubles et 2 points produits. Ici, son simple en deuxième pousse José Offerman au marbre avec le point qui donnait les devants 5-0 aux Dodgers. Les Dodgers qui l'emporteront facilement 9-0 contre les Cards. Juan Samuel a connu un match de 3 coups sûrs et 2 points produits. Ailleurs dans la Ligue nationale, Houston a gagné contre New York 3-1. Par ailleurs, Atlanta 7 et Chicago 4 en dimanche. Jeff Blauser a cogné 3 circuits, 5e, 6e et 7e de la saison. Il a produit 5 points. Et en 8e manche, les Padres mènent 7-2 contre les Phillies de Philadelphie. Ligue américaine maintenant, Ron Darling, vous vous souvenez, il a lancé pour les Mets et brièvement pour les Expos. Ce Darling n'a donné que 2 coups sûrs. Les Aces d'Oakland ont gagné 8-0 contre les Blue Jays de Toronto au Skydome.
En première manche, Mark McGuire cogne un coup de 2 buts le long de la ligne de démarcation dans la gauche. Jerry Brown vient croiser de marbre et c'était alors 2-0 Oakland. En fait, Oakland a balayé la série contre Toronto. En 7e, McGuire, le meneur dans les majeurs au chapitre des circuits, en cogne un ici. Ça faisait un moment qu'il n'en avait pas cogné. C'est son 28e de la saison. Par-dessus la clôture de gauche, Oakland menait 7-0 contre Toronto. Et puis Walt Wise gagne la balle solidement dans la droite. Il se rendra au 3e avec un triple sur le jeu. Mike Bordick ajoute à l'avance des Jays, ou des A's plutôt, qui mènent alors 8-0 contre Toronto. Ron Darling avait un match sans point des coups sûrs jusqu'en 8e. Et voici le premier coup sûr à ses dépens. C'est Candy Maldonado qui l'a réussi au centre en 8e. Oakland a gagné 8-0. Darling a donné 2 coups sûrs, 3 buts sur balle et retiré 4 frappeurs sur des prises. En 9 manches de jeu, sa 8e victoire de la saison. À Baltimore maintenant, de la première manche, Pedro Munoz cogne son 10e circuit de la saison dans la gauche. Chuck Knobloch et Ken Herbeck le précédaient sur les sentiers. Les Twins du Minnesota prenaient les devants 3-0 contre les Orioles. Avec un retard de 4 points en deuxième, les Orioles réduisent l'écart sur cette flèche dans la gauche de Léo Gomez. Circuit de 3 points, son 6e de la saison, et c'était 4-3. En 6e manche, Randy Bush vient sceller l'issue de la rencontre avec ce simple dans la droite qui pousse Brian Harper, très audacieux au marbre, et c'était 6-4. Minnesota qui l'emportera finalement 9-4 contre les Orioles qui ne parviennent pas à gagner du terrain puisqu'ils perdent eux aussi, tout comme les Jays qui en ont perdu 3 de suite. Les Orioles donc demeurent au 2e rang en 4 matchs du Toronto. Ailleurs, Kansas City 5, Milwaukee 1, Seattle a défait New York 7-6, 3 coups sûrs, dont un circuit, son 15e et 3 points produits pour Jay Buhner des Mariners. 3-0, Boston l'emporte contre Chicago. Ailleurs, Californie a défait Détroit 5-4 en dimanche. 18e circuit de la saison de Cecil Fielder des Tigers. Et en 8e manche, Cleveland devance Texas 6-3. Le Britannique Nigel Mansell est passé à l'histoire en remportant une 7e victoire cette saison en Formule 1 au Grand Prix de Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone. À ce sujet, un reportage de Gordon Sire. Jackie Stewart n'est plus le pilote britannique le plus victorieux de toute l'histoire de la Formule 1. C'est maintenant Nigel Mansell qui revendique ce titre, lui qui a remporté aujourd'hui sa 28e victoire sur le circuit de Silverstone. Et tout ça, bien sûr, devant un public survolté. Beaucoup d'actions au départ de cette 9e manche du calendrier, alors que Riccardo Patrese a même devancé Mansell qui détenait pourtant la pole. Alors que Mansell reprenait la tête quelques secondes plus tard, Ayrton Senna se fait doubler par les 2 Benetton de Brundle et Schumacher. Mais Senna parvient à doubler Schumacher un peu plus tard, de sorte qu'il se retrouve 4e derrière Mansell, Patrese et Brundle. Senna gardera cette 4e place jusqu'à ce qu'il abandonne à 7 tours de la fin, victime de sa transmission. Pendant ce temps, Mansell a écrasé l'épreuve de toute sa supériorité avec une avance insurmontable tout au long de l'épreuve. Patrese termine 2e alors que Martin Brundle est 3e, tout comme la semaine dernière en France. Schumacher est 4e, Berger 5e. Les Benetton sont-elles en train d'éclipser les McLaren? C'est à croire que oui. Ici Gordon Sawyer, à Montréal. C'était le 6e doublé pour cette équipe, Patrese-Mansell, pas dans cet ordre-là. Au classement général du championnat des conducteurs, Mansell possède maintenant 76 points en tête. C'est 36 de plus que son plus proche rival, comme par hasard son coéquipier Riccardo Patrese. Cyclisme maintenant, le Belge Jan Nevens a remporté la 8e étape du Tour de France cycliste aujourd'hui. L'épreuve a mené les coureurs de Valkenburg, c'est aux Pays-Bas, à Koblenz en Allemagne, une étape de 206 km. Pour la 3e journée, hors de ses frontières, le Tour de France n'a pas rompu avec les habitudes prises depuis le début du départ, donc de Saint-Sébastien. Ça, c'est en Espagne. La grisaille était encore une fois au rendez-vous. À 50 km de l'arrivée, un groupe de 6 coureurs a orchestré une autre des innombrables attaques qui se sont succédées tout au long de l'étape. Et à 1 km de l'arrivée, Nevens a démarré pour coiffer au fil d'arrivée ses 3 compagnons d'échappée, le Danois Jesper Skibby, l'Italien Massimo Girotto et l'Espagnol Alberto Leonis Baruzia. Pascal Lino conserve son maillot jaune de leader. L'Allemand Jens Heppner, 10e aujourd'hui, est remonté de la 7e à la 2e position au classement général. Et le Canadien Steve Bauer, 96e aujourd'hui, a glissé au 4e rang du classement général derrière le Danois Skibby. Les Américains ont dominé la Coupe du monde équestre de Blainville. Camille Dubé était là. Il nous résume cette compétition.
Pour cette dernière épreuve de la classique internationale de Blainville, comptant pour la Coupe du monde de l'équipe canadienne, le dessinateur Richard Jeffrey avait préparé un tracé très difficile, 13 obstacles en première ronde, tant et si bien que des 24 compétiteurs, seulement 5 ont réussi un parcours sans faute. Et au barrage, on a été tenu en haleine jusqu'à la toute fin. Norman de la Gioia est venu l'emporter pour une deuxième année consécutive avec un barrage sans faute dans un temps de 47 secondes 43 centièmes. Et un autre Américain, tout jeune, celui-là, Ray Texel, est venu bien près de lui ravir son titre, franchissant également ce parcours de barrage sans faute, mais en un temps de 47 secondes et 70 centièmes. C'est dire que seulement 23 centièmes de seconde ont séparé le gagnant de la deuxième place. Il n'y avait qu'un seul Canadien chez les 5 concurrents au barrage, c'était Hugh Graham. Il a dû se satisfaire de la 4e place derrière Tony D'Ambrosio, qui avait la tâche très difficile de franchir le parcours de barrage en toute première place, ce qui n'est pas très facile lorsque l'on doit se demander est-ce qu'on y va pour la rapidité, est-ce qu'on y va pour le sans faute. On établit certains paramètres que les compétiteurs suivants peuvent éventuellement venir battre. C'est ce qui est arrivé dans son cas. Norman de la Gioia, gagnant pour une deuxième année consécutive au Parc équestre de Blainville. Ici Camille Dubé. Merci, M. Dubé. Nous aurons du tennis et du golf et d'autres nouvelles si on a le temps. Après la pause publicitaire que voici. Il n'y a rien de plus pratique et de plus savoureux qu'un repas cuit sur votre barbecue à gaz. C'est maintenant encore plus pratique grâce à Thermos et le barbecue à gaz Minute Grill. Seul le Minute Grill s'assemble en quelques minutes. Aucun outil n'est requis. On le retire de l'emballage et il est pratiquement prêt à être utilisé. Il suffit de quelques étapes simples, sans l'aide d'outils et le tour est joué. Offrez-vous ce qu'il y a de plus pratique et de plus savoureux, sans outils, sans problème, en un clin d'œil. Le Minute Grill, une exclusivité Thermos. Le baseball, la batte bleue des Expos. San Diego à Montréal, jeudi 19h30. Elle rêvait d'une vie meilleure, à l'abri du besoin. Elle rêvait d'une famille réunie, au-delà des frontières. J'ai rêvé d'un pays. Au Grand Film, vendredi 20h. Parlons tennis maintenant. Andrew Schneider a remporté aujourd'hui à Mississauga le champion canadien de tennis. Schneider, 4e tête de série, avait surpris hier en éliminant le favori Chris Pridham. Il faisait face aujourd'hui à Grant Connell, spécialiste du double et 3e tête de série. Or, Schneider l'a emporté en 2 manches de 6-2 et 7-6, 7-4 au bris d'égalité. Alors que nous assistons au dernier moment de ce match, soulignons que les Québécois Sébastien Larreau et Martin Laurando ont gagné le double grâce à leur victoire sur le duo formé du Québécois Sébastien Leblanc et de l'Ontarien Brian Guiatko. Parlons maintenant de golf. Larry Laoretti a remporté le championnat senior des États-Unis disputé à Bethlehem, en Pennsylvanie, aujourd'hui. Mais Jack Nicklaus, le champion en titre, est venu près de réussir un creux d'un coup au 17e, vous allez voir, alors que la balle s'est arrêtée tout près de la coupe. Tout près, en effet, après ce coup de départ, Nicklaus croyait bien que ça y était. Le birdie a suivi et Nicklaus devait finir à -4. Il a joué 67 aujourd'hui. Dave Stockton, qui a mené lors des 2 premiers tours, comme Nicklaus, a fini avec un cumulatif de 2,80 et lui a 5 coups du gagnant. Le Sud-Africain Gary Player a imité Stockton avec un 70 aujourd'hui et a terminé lui aussi à égalité avec Nicklaus et Stockton. Il a bien joué, Player. Jim Colbert, quant à lui, a joué un 69 et il a terminé seul au 2e rang. Voilà Colbert. Al Geiberger, le spécialiste des coups de bois sur les allées, a fini à 5 coups de la tête, comme Nicklaus, Stockton et Player. Le vainqueur, Larry Laoretti, il a toujours le cigare aux lèvres. Il est au 16e, là, il réussit un excellent coup d'approche. Il obtiendra le birdie par la suite. Et au 18e, Laoretti a terminé par un autre birdie, et pas mal long celui-là. Il l'a emporté par 4 coups sur Jim Colbert. C'est Mme Laoretti qui est allée s'empresser de féliciter son époux. Oui, Laoretti remporte son tout premier tournoi à l'âge de 53 ans. Il n'a jamais joué sur le circuit de la PGA. Il est professionnel de club depuis 30 ans. Sa victoire lui a valu un chèque de 130 000 $. Par ailleurs, à l'Omnium Anheuser-Busch, en Virginie, un dernier parcours de 69 sous la normale a permis à David Peoples de gagner par un seul coup aux dépens de Ed Doherty, Bill Britton et Jim Gallagher, 271 contre 272. Dave Barr, le Canadien, a terminé à 12 coups de la tête. Je vous rappelle la défaite des Expos 4-0 cet après-midi contre San Francisco. Les Blue Jays ont perdu. Les Pirates de Pittsburgh ont gagné. Voilà, c'est tout. Ici Pierre Dufault. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et une bonne semaine. À bientôt.
Ici Radio-Canada. Cet été, il mène un train d'enfer. Il faut que je vous dise que la vie d'animatrice, c'est pas toujours Jojo. Madame Schneider. On peut vraiment percevoir tout le côté critique, social et politique. Alors, vous voyez, j'en perds mon latin. L'enfer, c'est nous autres. Du lundi au vendredi, 19h. Reprise, 23h10. A, B, C. La santé, c'est une affaire de cœur et de plaisir. De précieux conseils pour apprendre à prévenir plutôt que guérir. Le magazine Comment ça va, mardi 19h30. Cet été, célébrez la lumière du jour et célébrez les mystères de l'amour. Cet été, célébrez les feux de la nuit et célébrez les rythmes du monde. Célébrez les musiques d'ici. Célébrez les plaisirs de la vie. Chaque semaine, nous vous transportons au cœur de la fête. Célébrez l'été à la télévision de Radio-Canada.